God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried Taster's Choice, right? And he springs this serious gourmet shit on us. What flavor is this? Knock it off, Julie. What? I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? I'm the one who buys it. I know how good it is. When Bonnie goes shopping, she buys shit. I buy the gourmet expensive stuff because when I drink it, I want to taste it. But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. It's the dead nigger in my garage. Oh, Jimmy, don't even worry about it. Look at me, don't think about anything. I want to ask you a question. When you came pulling in here, did you notice a sign out in the front of my house that said dead nigger storage? Jimmy, you know I ain't seen no shit. Did you notice a sign in the front of my house that said dead nigger storage? No, I didn't. You know why you didn't see that sign? Why? Because it ain't there, because storing dead niggers ain't my fucking business, that's why. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, trop le truc. Oh, ton cul. C'est mon génie. Sois le bienvenu, Charlie. Heureux de me retrouver chez moi. Laisse-moi te dire, Charlie, je t'admire, mon vieux. Merci de me le dire, Cliff. Je veux dire, c'est vrai, je me suis souvent bagarré, je sais me défendre. Mais tous ceux qui n'ont pas connu ce que tu as vécu, ils peuvent se demander s'ils auraient tenu le coup. Avec la torture. C'est vrai, ces viettes, c'était des brutes. Tu ne tiens pas à ce que je t'en parle, hein, Cliff? Non, excuse-moi. Je ne veux même pas y penser. Tu sais que t'as de la chance. T'as de la chance qu'il t'ait pas escaté à vie. Tu veux savoir ce qu'il faisait? Non. Si tu veux. Ils avaient mis au point le truc de la corde, par exemple. Ah? Ouais, celui-là. Ils s'en servaient souvent. Tiens, regarde. Voilà, ils te faisaient mettre à genoux devant eux, tu vois? Comme ça. Et ils t'attachaient les bras derrière, là, tu vois? Viens, aide-moi. Non. Si, aide-moi à les attacher. Les deux bras l'un sur l'autre, bien serrés. Bon. Comme ça? Oui, comme ça. Serre bien. Eux, ils serraient. D'accord. Charlie, tu es certain que tu veux qu'on fasse ça? Oui, bien sûr, vas-y. Tu attrapes les deux bouts de la corde et tu serres bien. Et maintenant, t'as plus qu'à tirer en l'air comme pour me monter au plafond. D'accord, comme ça? Oui, c'est ça. Encore, il faut que tu entendes. Mais ils ont craqué. Vas-y, c'est ça. Encore plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Allez, ça suffit, Charlie. Ça suffit. 2 fois par jour, on avait droit à ça. Comment t'as tenu le coup? La corde, on finit par l'aimer. Et alors, on devient très fort. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui nous propose aujourd'hui, et c'est un plaisir avant l'été, une émission consacrée à la lecture. Je pense qu'on continuera toutes les années à faire ça, en tout cas je te le demande et je te l'ai déjà demandé avant, mais c'est vrai avant l'été, comme ça, sur la plage, de proposer comme ça quelques conseils de lecture. Parce que pas plus de 1 heure d'écran par jour. C'est ça, important. exactement. Voilà. Donc le reste du temps, il faut lire. Mais des lectures évidemment consacrées au cinéma, et on avait gardé sous le coude quand même de bons gros pavés. Je dis ça alors que c'est même pas vrai, c'est des trucs qui se disent tout seuls, c'est pas des... Même, moi, plus de 50 pages, c'est déjà un pavé. C'est vrai. Hein. Une émission largement consacrée à 2 livres. Le premier, ça sera le livre de Quentin Tarantino. Quentin, on dit
on va dire Quentin sera cinéma spéculation chez Flammarion. Et puis le deuxième qui est sorti il y a déjà quelques mois quand même, c'est le roman de Michael Mann, It 2, qui lui était sorti, je sais même pas qui, Harbour, je crois. Voilà, la suite et le préquel de It, écrit par Michael Mann et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Et toi, tu as bien travaillé, Antonin, et tu le sais. Non, parce que c'est une émission improvisée, à la cool, improvisée, détendue, qu'on voilà. enregistre, je tiens à le préciser quand même, chez tes voisins. Ouais. Hein, je sais. Je les salue, Pauline et Antoine, bisous. Merci à vous de nous accueillir dans votre très joli jardin. Voilà, on va consacrer grosso modo l'émission à ces 2 livres, même si on pourrait avoir quelques autres conseils pour vous pour l'été à la plage, alors même qu'il peut y avoir un cinéma juste à côté de vous et que vous pourriez y aller. Moi, j'ai vu de très beaux films. Je pense à Quiberon, par exemple. Il y avait un cinéma à Quiberon et j'étais allé voir Apocalypse Now, Redux à Quiberon. C'était super. Alors que les gens se faisaient chier à la plage, moi j'étais au cinéma. C'était super. Donc à un moment, restez pas à la plage. Il y a un cinéma à côté. Évidemment. Allez-y, et surtout sur les stations balnéaires. Et il y a des surtout trucs en Bretagne, voilà. où il y a État de Cinéma qui programme en plus des trucs super bien, même l'été, où il y a des Ouais. trucs d'un goût. C'est vrai. Donc profitez-en, mais bon, si vous n'avez pas le choix et que vous devez surveiller les enfants, 2 bouquins qui se lisent quand même très très bien. Et donc le premier, c'est en effet ce livre de Tarantino qu'on pouvait attendre. Alors c'est pas le premier Tarantino, puisque il y a 1 an ou 2 était sorti son roman, sa novélisation de Once Upon a Time in Hollywood, que j'avais attendu quand même avec un peu d'impatience parce qu'il annonçait qu'il y aurait des révélations, entre guillemets, en tout cas plus d'explications sur l'histoire de ce personnage de Brad Pitt que j'avais adoré. Donc Once Upon a Time in Hollywood, on en avait parlé, on avait fait une émission spéciale, c'était super, c'est peut-être le meilleur film de Tarantino. Et En tout cas, un des meilleurs films des années 2010, ouais. Ouais, Avec Make to My Love et Fury Road. Putain de merde. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est n'importe quoi. Mais le fait est que voilà, j'ai quand même, tu l'avais lu et tu m'avais dit que t'étais déçu et que c'était pas bien. Ah, j'étais pas. Ouais, si, ouais, c'est oui. exactement les mots que t'as employés, que t'étais déçu, que c'était pas bien. Ouais, j'ai trouvé que c'était un non-événement. J'avais pas. Et que tu aimais les fascistes aussi. Je crois que t'avais vraiment. Je dis ça pour n'importe quelle appréciation. Et j'ai quand même fait l'effort, moi, de le lire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman qui annonce quand même un peu ce qu'il va faire déjà dans Cinéma Spéculation. C'est-à-dire qu'en effet, on va relire l'histoire qu'on a déjà vue dans le film. Il y a en effet des infos supplémentaires sur ce personnage de Brad Pitt, et moi j'ai pris du plaisir à lire ce roman et puis à lire les histoires de ce personnage de Cliff Booth et de des différents meurtres qu'il a pu commettre, par exemple. Et c'est vrai que il se permet au sein du roman de développer sur plusieurs pages en fait des critiques de films, et c'est impressionnant, enfin c'est impressionnant, c'est surprenant au sein d'un roman en fait, et vraiment on a une histoire qui se suit très très bien, et paf, on va prendre plus une dizaine de pages comme ça à juste évoquer en fait du cinéma, un film. Alors lui, il se permet d'exploiter en fait le point de vue d'un de ses personnages et de dire par exemple Cliff Booth qui lui va passer tous ses dimanches après-midi à voir des films européens, des films d'arrêt-essai, et de ramener ses conquêtes, ses différentes dates en tout cas, à aller voir des films européens, des films d'arrêt-essai. Et Tarantino se permet voilà, de développer sur plusieurs pages comme ça des critiques de films, et c'est en fait très appréciable, et ça nourrit le personnage. Il a réussi un truc à ce niveau-là, ça nourrit le personnage, ça nourrit le récit aussi un petit peu quand même de ces différents visionnages de films. Et là non, on va avoir un livre du coup qui sort, Cinéma Spéculation, qui est non pas une autobiographie, hein, même s'il évoque énormément de scènes de son enfance, de comment il a découvert le cinéma, ce qu'il a nourri, et c'est des récits que je trouve très très intéressants. C'est-à-dire que le livre s'ouvre par exemple sur Tarantino qui va dans une séance de cinéma à Harlem, si je dis pas de bêtises, où il est pas Harlem, pas new-yorkais, mais dans un quartier. Ah oui, non, c'est un quartier de Los Angeles, oui, pardon. Ouais. C'est un quartier de Los Angeles, parce que je suis un gros raciste que je dis ça. Mais il est le seul petit blanc de la salle à voir un film de la Blaxploitation, en fait. Et son récit de cette séance est génial. Ah oui, complètement, ouais. Non, mais en fait, moi j'ai adoré, en tout cas, le cinéma spéculation. Je trouve
Je trouve ça génial et en fait fascinant aussi quand, voilà, moi Tarantino, je peux avoir des hauts et des bas avec mon rapport avec ses films, mais voilà, en tout cas c'est un cinéaste qui me passionne évidemment et je trouve que voilà, son dernier film, en l'occurrence, c'est un sur-chef-d'œuvre, mais ceci dit, c'est peut-être un sur-chef-d'œuvre qui s'adresse peut-être à un public qui est... il trouve plus son public, c'est pour ça qu'il annonce aussi qu'il arrête, c'est-à-dire qu'il est plus en phase avec le public a priori. Peut-être, en fait, je sais plus qui c'est qui a raconté ça, mais c'était Toré qui nous racontait ça d'ailleurs, qui disait que quand il avait rencontré Tarantino juste après la sortie justement, il allait pas bien, il était déprimé. Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai perdu la vibe après avoir été vraiment une sorte d'icône de la pop culture. Il disait bah oui, à un moment j'ai saisi quelque chose de l'air du temps. J'ai été vraiment au sommet de la vague. Je savais que j'étais au bon moment pour les films et voilà, je captais l'attention du gamin de 12 ans sans problème. Maintenant, ça y est, je suis un vieux cinéaste et je viens de faire un film qui m'est extrêmement personnel et je vois bien que ça n'a aucune résonance pour un public qui va au-delà des gens qui me ressemblent. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, je pense que c'est hyper intéressant, d'autant plus quand on lit le bouquin, où moi, ce qui m'a fasciné, ce que j'ai adoré dans le bouquin, c'est un truc que je retrouve pas mal quand on lit de la critique américaine des grands auteurs critiques américains du style Pauline Kael, qui est effectivement une héroïne pour Tarantino, plusieurs fois évidemment. Pauline Kael, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est une des stars de la critique américaine. Il y en a quelques-uns comme ça. Et notamment aidé à la popularisation en fait de films comme Bonnie and Clyde ou même de Peckinpah pour certains de ses films, parce qu'elle a craché sur d'autres de ses films, mais elle a beaucoup aidé notamment justement à amener le nouvel Hollywood en fait, quoi. Bien sûr, enfin elle a aidé à l'amener, elle a amené aussi à le réfléchir, enfin ce qui est un peu le but de la critique de cinéma, quoi. En fait, elle a amené à lui donner une forme, à transformer cette forme sensible, en tout cas du cinéma, en forme un peu littéraire via la critique, quoi. En tout cas, Pauline Kael, c'est une écrivaine qui a de cinéma qui a été hyper importante. Ça ne l'a pas empêché de dire des conneries. Mais... Ah oui, complètement. Mais ça, en fait, à la limite, c'est pas grave. Et son prochain film à Tarantino, d'ailleurs, serait sur une critique de cinéma, sur un critique inspiré un petit peu peut-être de... A priori, en tout cas, il s'en est dédié, mais qu'importe en tout cas le discours médiatique là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la manière que Pauline Kael a de faire la critique, c'est une manière qui, pour nous, Européens, est très très éloignée de la manière que l'on a d'envisager la critique de cinéma, quoi. C'est très éloigné. En fait, ces écrits ont été traduits il y a quelques années, il y a plus de 10 ans désormais, chez je ne sais plus quel éditeur, mais en tout cas c'est toujours trouvable. Ça s'appelle Chronique américaine et Chronique européenne, c'est une compilation de plusieurs de ces textes. Ce qui frappe déjà, en tout cas à la lecture des textes, c'est que c'est que des textes qui sont parus dans des canards, dans des journaux mensuels, hebdomadaires ou journaux, et c'est des textes qui sont hyper longs. Et on se dit, mais quel est le journal, l'hebdomadaire ou le mensuel qui peut permettre la place pour des textes aussi longs que ça? Et ce qui est d'autant plus, l'étonnement en tout cas peut être un petit peu amoindri, où on se dit, voilà, les textes sont vraiment à la première personne. Et ça, c'est vraiment une différence qui est hyper intéressante entre la critique américaine et la critique française. C'est qu'en France, on sait très bien qu'on a un gros problème avec le jeu. Quand il y a des textes critiques, quand on marque l'énonciation avec le jeu, c'est très très rare. On dit toujours on pourra trouver le film très mauvais, le film est très mauvais, on est dans une forme objective, et dans le monde anglo-saxon en tout cas, on marque beaucoup plus la subjectivité par un usage du jeu. Ce qui fait la popularité justement des critiques aussi, c'est-à-dire qu'on reconnaît le nom du critique parce que il a vraiment son point de vue en fait. Oui, mais je pense qu'en France, par exemple, la critique est plus importante, enfin l'influence de la critique est plus importante, peut-être moins maintenant, mais elle est plus importante qu'aux États-Unis. À l'époque, je suis pas sûr. Je pense que c'est en 68, je suis pas sûr. Parce que justement, elle avait une vraie importance. Enfin, Pauline Kael, comme les autres critiques d'ailleurs de cinéma en 68, à une époque où les films justement n'étaient pas tous distribués d'un coup, d'un seul, et il fallait qu'ils prennent leur temps en fait pour investir les différents territoires américains.
la critique, elle avait une vraie marque, une vraie importance, et les noms des critiques dans les journaux, une critique du New York Times ou d'un autre journal américain avait une vraie importance, et de marquer comme ça son avis. Mais je pense que c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, ce que tu viens de dire là, c'est aussi vrai pour les critiques en France, qui ne marquaient pas vraiment leur critique avec un usage du jeu, un usage de la subjectivité. Évidemment, le rôle de la critique, le pouvoir de la critique était plus important à une époque. Le pouvoir prescriptif, fabricant d'opinion, influenceur, on dirait aujourd'hui, était vachement plus important aux États-Unis dans les années 70 ou 80, tout comme en France, c'était aussi important. Là, moi, c'est vraiment un mode opératoire qui me paraît vraiment marquer la différence. C'est-à-dire que voilà, Pauline Kael, quand tu vois les textes, tu dis oui, vraiment sa subjectivité, elle la travaille, quoi. Elle va te dire à un moment dans un texte, il y a un moment où moi-même, dans les émotions que j'ai ressenties devant le film, j'ai ressenti ça, je vais baser mon analyse sur l'émotion que j'ai pris. Mais ça, c'est un truc que tu ne retrouves jamais chez les grands critiques français, du style, évidemment, Rivette, Truffaut, ou même Jean-Louis Bory, ou même Gilles Jacob, enfin, des mecs un peu moins importants et tout ça, mais tu ressens pas ça, il n'y a pas ça chez les critiques français. Les critiques français visent une certaine objectivité, un petit peu, ils visent un peu le panthéon, quoi. Ils veulent que leur texte intègre plus tard peut-être une encyclopédie. Et tu sens l'influence là-dessus sur Tarantino, justement. Enfin, là, dans son livre, justement, il a poussé les potards à fond à ce niveau-là. C'est-à-dire, justement, l'influence, en tout cas, alors je ne sais pas, parce que moi je suis pas américain évidemment, mais je ne sais pas à quel point l'écriture de Tarantino peut être influencée par Pauline Kael. Elle est peut-être juste influencée par l'écriture américaine, c'est-à-dire cette sorte de côté décomplexé à se dire, bah voilà, moi je parle de mon point de vue à moi, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, lui, il annonce très tôt, voilà, je pars de mon expérience personnelle, de mon expérience de spectateur, en fait. Mais ça c'est, enfin, moi je trouve ça sidérant. Parce que déjà, c'est quelque chose. Moi, Pauline Kael, j'ai découvert ça sur le tard. Il y a des trucs que j'adore chez Pauline Kael, mais j'ai pas été marqué plus que ça par ça, et ça, c'est pas un truc qui m'alimente. Mais par contre, voilà, Tarantino, oui, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez Pauline Kael, c'est que oui, effectivement, quand tu vois les textes, tu ressens l'époque dans laquelle ils ont été écrits. Tu ressens vraiment ça. Elle filme à travers son époque. Elle va clairement dire, voilà, je prends Dirty Harry, je parle de Dirty Harry, je parle du fascisme de Clint Eastwood, et je suis vraiment elle va parler de son expérience dans la salle, elle va parler de son expérience de la réception du film quand elle allait dans des cocktails à New York, en disant bah voilà, oui, ça c'est pas bien, machin. Elle va parler vraiment d'une situation sociale donnée à un moment. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé hyper intéressant, parce que j'ai pas l'impression d'avoir jamais lu un texte d'un critique français qui mettait en perspective, genre, la réception des 400 coups de À bout de souffle dans les cercles intellectuels, évidemment, hein, ou du salle populaire en France à la fin des années 50. Ça, je me rappelle pas du tout avoir lu un texte là-dessus, quoi. Pour Pauline Kael, il y a vraiment ce truc-là, et Tarantino, lui, c'est pareil. En fait, Tarantino, ce qui rend le film, à mon avis, le bouquin hyper précieux, c'est qu'il a vraiment cette perspective-là. En tout cas, c'est une de ses perspectives. Parce oui, c'est ça. Il mélange. Il y a plein de perspectives. Mais en tout cas, il démarre là-dessus, justement. C'est-à-dire que, justement, revenir, prendre en compte que lui, il est gamin dans les années 70 et qu'on l'envoie voir des films dans des salles particulières. Sa mère n'a aucun filtre. Voilà, elle lui montre tout. Elle a envie de voir un film, elle amène son gamin. Et puis où ses différents beaux-pères vont l'envoyer voir des films. Donc il va voir énormément de choses, en fait, dans des salles particulières comme de Los Angeles. Et c'est vrai que il inscrit, l'intro de son bouquin, c'est ça, hein, il inscrit sa découverte du cinéma
dans un univers culturel particulier et une époque particulière, et il remet voilà, il présente les films de la manière dont il les a découverts aussi, en fait. Cette salle, voilà comment les gens autour de moi aussi le voyaient, voilà comment ils le percevaient et pourquoi il pouvait le percevoir comme ça. Ce qui est très particulier, et il prend, il a pu passer du temps justement avec dans différentes salles de seconde zone, on va dire, dans des quartiers particuliers de Los Angeles, avec du coup, en effet, comme je disais, c'est le seul petit blanc dans la salle, un gamin déjà, c'est le seul gamin de la salle en fait. C'est le seul gamin blanc. Ouais. Voilà, mais même déjà c'est le seul gamin en fait qui découvre le film, et en effet avec des Afro-Américains qui vont découvrir l'inspecteur Harry ou Taxi Driver et qui vont voir différents personnages et comment ils vont le percevoir, et lui il le ressent, il ressent, et c'est ça qui, moi, je te laisserai après. Il y a un truc qui me plaît particulièrement dans le bouquin. Lui, il a sa façon de percevoir les choses, mais il a quand même cette capacité que je trouve assez touchante en fait, de prendre en compte toujours en fait les gens autour de lui. J'avais souvent en fait, moi, en voyant les derniers films de Tarantino avant Once Upon a Time in Hollywood, l'impression d'avoir affaire à un personnage un peu autiste qui vit dans son monde et dans sa petite bulle en fait. Et ce bouquin-là m'a permis de redécouvrir un bonhomme qui, au contraire, avait une conscience assez pertinente quand même de ce qui se passait autour de lui, y compris dans une salle de cinéma en fait. Et alors ça aide pas forcément à réapprécier certains de ses films comme Inglourious Bastard que j'aime pas du tout, ou d'autres, ou voilà. Mais en tout cas, clairement, quand il fait ces films-là, je pense qu'il garde en tête ce qu'il raconte dans son bouquin, à savoir comment ces gens-là autour de moi réagissent à un film, comment le film est fait pour une salle de cinéma, justement pour faire réagir des gens comme ça dans la salle en fait. Et cette conscience, non pas lui son propre plaisir, son petit plaisir personnel de voir un film et de s'extasier devant les films dont il parle, hein, que j'adore, hein, que ça soit Guet-apens, l'inspecteur Harry, Bullitt ou n'importe quoi. Tous les films dont il parle, on est déjà convaincu de leur qualité, hein, nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qu'il investit, ce qu'il réamène moi dans ce livre, c'est sa capacité à lui en fait de prendre en compte, voilà, comment un public, ce qu'un public peut attendre d'un film déjà, et comment un public va réagir à telle ou telle situation en fait. J'ai un doute parce que j'ai lu énormément de bouquins dernièrement, parce que je passe mon temps à lire, je suis les livres. Je sais plus si c'est lui qui parle dans son livre du coup de Polanski justement. Je crois hein, que c'est là-dedans de Polanski, et de la façon dont il va mettre en scène une petite séquence dans Rosemary's Baby où justement Sharon Tate était sur le tournage à ce moment-là, si je dis pas de conneries. Il lui demande pourquoi à ce moment-là, peut-être que c'est dans son roman qu'il en parle. C'est pas dans ce bouquin-là, c'est dans le roman qu'il en parle, dans Once Upon a Time in Hollywood. Et Sharon Tate qui demande à Polanski pourquoi, alors qu'il doit filmer une des actrices dans l'encadre de la porte à répondre au téléphone, il va demander au chef opérateur de décaler la caméra en fait et qu'on la voit uniquement de côté. Et il dit à Sharon Tate, attends, tu verras plus tard. Et ils vont voir le film ensemble au cinéma, et à ce moment-là, du coup, il y a séquence qui apparaît devant les gens, et ils vont pencher la tête pour façon moche. Ouais. Et j'ai un doute, est-ce qu'il en parle aussi dans Spéculation, dans le roman en tout cas il en parle, mais ça correspond un petit peu à cette idée-là qui transparaît énormément dans son bouquin Cinéma Spéculation en tout cas, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans une salle de cinéma en fait. Oui, non, mais ça je pense qu'en fait on arrive un peu dans un truc c'est... Moi, ça va être hyper confus, hein, je pense. Hein, mais moi, c'est une émission improvisée, hein, de toute façon. Donc, mais c'est le nœud du cinéma de Tarantino. C'est que c'est à la fois où tu es dans un cinéma qui est basé sur la jouissance immédiate,
en fait, qui est basé sur juste le savoir ou la conscience, qu'il faut absolument faire jouir le spectateur. C'est hyper important pour Tarantino. C'est pour ça que la plupart de ses films sont des revenge movies, parce que c'est la structure, et il en parle vachement dans le bouquin, qui est la plus satisfaisante. C'est celle avec laquelle il a grandi, parce qu'il a grandi dans les années 70 et dans les années au début des années 80. Je ressens le même genre de rapport que lui à ce niveau-là. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose de très efficace. C'est hyper important, et c'est parce que c'est ça qui faisait vibrer les salles populaires. C'est genre, voilà, il faut que le spectateur en ait pour son fric et vienne faire face à catharsis en venant voir un mec rétamer la gueule de quelqu'un pour rétablir une sorte de justice, comme ça, pour vivre une sorte de remise à plat par procuration pour le spectateur. C'est ça qui l'intéresse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est évidemment quand même assez fin, quoi, vraiment. Et c'est là où il rejoint vraiment une tradition critique où moi je le trouve très fin dans ses analyses, et il arrive à vraiment assez fin, en tout cas en termes thématiques et tout ça, en termes sociétal. Il y a une vraie hauteur de vue, et aussi en termes de fabrication. Il sait très bien, pour en plus être scénariste et auteur, puis il revient dans le bouquin, quels sont les petits changements que tu peux faire dans l'écriture ou dans la mise en scène pour changer le sens de ton film, et à quel point tu peux peut-être sacrifier le sens de ton film au goût du public, ou créer vraiment un film où le sens que tu veux donner à ton film peut correspondre au goût de ton public. Ça, c'est quelque chose où il a extrêmement conscience, et qui peut devenir un vrai paradoxe. Il fait un texte absolument génial sur Taxi Driver. Taxi Driver, il y a 2 textes là-dessus, sur à la fois comment le scénario de Paul Schrader a pu être modifié par Scorsese juste en changeant le personnage d'Harvey Keitel, qui est un Mac blanc, où Tarantino dit très bien, un Mac blanc, ça n'existe pas. À New York, dans les années 70, il n'y a pas de Mac blanc, tous les Macs sont noirs. Et il va t'expliquer tout le rapport que ça peut créer sur le public. Il va aussi te faire un double... les 2 textes sont en miroir dans le bouquin, sur mais comment De Palma, qui est la première personne à qui Schrader ou le studio a pu proposer le scénario de Taxi Driver, qu'est-ce que ça aurait pu être si c'était De Palma qui avait fait Taxi Driver. Et ça, c'est toujours fait sur un rapport. C'est un truc qui l'intéresse beaucoup, c'est et si. Et si, de toute façon, ça c'est un truc qui revient énormément. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup dans son bouquin. Et si quelqu'un d'autre l'avait fait, et si quelqu'un d'autre avait joué ce personnage, et tu vois, ça correspond avec le personnage d'Harvey Keitel, et si c'était un autre acteur qui avait joué ce personnage-là, noir par exemple, justement, le public aurait pas réagi de la même manière, la réception n'aurait pas été la même, et si un autre réalisateur et son bouquin est c'est un truc qu'on retrouve comme évidemment. Ça. Et c'est même, et si tu vois, on avait adapté, je pense, parce que j'ai peur de l'oublier après, je pense à son texte sur Guet-apens, parce qu'il revient beaucoup sur Guet-apens de Peckinpah, qui est un de mes films préférés. Et j'ai jamais lu le roman, j'ai jamais pris la peine de lire le roman. Il m'a donné très très envie de le faire, qui a été adapté 2 fois quand même, hein. Et justement il revient sur et si on avait aussi adapté le roman comme il est écrit, c'est-à-dire qu'aucune des 2 adaptations n'a osé adapter le final du roman, et il revient et il explique c'est quoi le final du roman. Justement, je laisse les gens s'ils veulent prendre le plaisir de découvrir ça le faire, mais c'est vrai que ça paraît inconcevable de terminer le film sur comme le roman le fait, quoi. C'était terrible. Je suis presque déçu d'ailleurs d'avoir lu ça de la bouche de Tarantino et de pas avoir découvert le roman avant, parce que ça m'a l'air complètement fou, quoi. Mais voilà, et si on avait fait ça, et ce film-là serait pas le même, évidemment. Comme il le fait avec l'histoire, en fait, comme il le fait avec ses films, et même si j'aime pas Inglourious Bastard et ce qu'il fait avec l'histoire, même si Django me gêne, m'embarrasse parfois, j'ai aimé malgré tout ce qu'il a fait avec Once Upon a Time, et c'est vrai qu'il fait son cinéma comme il pratique son écriture là dans le roman, savoir faire des propositions, et des propositions qui se basent quand même sur des choses très concrètes. Et c'est vrai que quand tu parles de Taxi Driver, si ça avait été fait par De Palma, c'est pas une analyse ou une considération faite par-dessus la jambe. Déjà, ça se base sur quelque chose de concret, à savoir que ça a été proposé à lui, et il propose vraiment
en fait une mise en scène de Palma pour Taxi Driver, quoi. Oui, et puis c'est de la pure prospection, et moi je trouve ça génial, et effectivement, moi en fait, j'ai fini le bouquin hier, là, et clairement, je l'ai fini, je l'avais commencé il y a longtemps, et puis je me dis, bon, vu qu'on va faire l'émission très tard, voilà, je retarde le truc, et surtout que c'est vraiment aussi un vrai plaisir de lecture, quoi. C'est un truc... moi, je trouve ça, je bouffe ça sans problème, et je pourrais le bouffer en une nuit, ce truc-là. Après, peut-être pas, parce qu'en fait, tu notes des noms de films ou des films que tu as déjà vus, tu as envie de les revoir. Mais en plus, ça m'a vraiment donné envie de revoir les films que j'aime moins de Tarantino à partir de Inglourious Basterds et Django et compagnie. Parce que c'est vrai que c'est hallucinant de voir à quel point son type d'écriture, son type de pensée, en termes critiques, ressemble à son terme de pensée en termes de cinéaste, quoi. Ça, c'est fou, et je pense que si on a le temps de parler de Michael Mann, tu vois, t'as un peu pareil, quoi. Tu dis, ouais, c'est incroyable, c'est fou. Oui. Les mecs ont la même conception. Ils arrivent, et oui, il y a un type de conception pareil, quoi. Lui, tu vois bien que les parenthèses sont hyper importantes dans ces textes. Il peut y avoir un texte de 10 pages, il y en aura que 3 sur les 10 pages qui parleront du sujet qui est dans le chapitre. Les 7 autres, ça sera que des parenthèses. Mais ça éclairera quand même ce qu'il y a entre les deux. Et effectivement, le sujet du « et si », du conditionnel, de « et si, voilà, des Inglourious Basterds avaient tué Hitler », voilà, ça c'est hyper important. Et c'est une sorte d'auteur de vie ça, tu vois, par exemple, c'est un truc hyper intéressant. J'ai du mal à comprendre d'où ça vient, par contre. Parce qu'en effet, j'ai l'impression que c'est des questions qui s'est posées tout seul. Il y a, tu me dis si je me trompe, hein, dans son bouquin, il n'y a pas un élément déclencheur qui lui fait se demander ce truc-là, justement, du conditionnel. Je serais curieux de savoir d'où ça... Enfin, ouais, mais ça c'est hyper... D'où ça peut venir. On peut tous se poser la question, c'est un truc qui est récurrent chez beaucoup de gens, même chez nous. C'est-à-dire que dès que tu apprends une information, et c'est vrai que le bouquin aussi est nourri en fait d'entretiens qu'il a fait avec différentes personnes, que ce soit Walter Hill ou des gens comme ça, justement, qui ont été scénaristes voilà, de John Flynn, scénariste ou réalisateur. Il est nourri aussi par ces entretiens qu'il a fait avec ces gens-là, par tous les films qu'il a vus, par des mélanges qu'il fait, des croisements d'idées, et voilà, quand Walter Hill lui dit qu'il y avait telle idée ou telle idée pour Guet-apens qui n'ont pas été prises par Peckinpah, lui évidemment il s'imagine des choses, ça je peux le comprendre, bien évidemment, de savoir que De Palma, voilà, je peux comprendre d'où ça vient, mais ça vient la fascination à un moment en fait, y compris dans son cinéma, justement, que ça nourrisse à ce point-là son cinéma, c'est pas forcément surprenant, mais ça m'intéresse vraiment, et surtout c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi, parce que il y a d'autres projets comme ça qui n'ont jamais été non plus réalisés. Et si Verhoeven avait fait son film sur les croisades, et si machin, ça aurait changé la carrière de plein de gens, ça aurait changé peut-être le cinéma en fait tel qu'on connaît aujourd'hui, et si quelqu'un n'avait pas fait tel film, c'est la même chose, c'est-à-dire que et si Spielberg n'avait pas fait Jurassic Park, bref, il y a plein d'idées comme ça. Ouais. Donc on est tous nourris par ça. Mais c'est vrai qu'il ravive tout ça en fait avec son bouquin en fait. Ouais, complètement. Et puis il y a un truc aussi, moi que je trouve génial, c'est que j'ai toujours un peu trouvé assez génial dans son cinéma, et c'est ce côté un peu bourrin de d'en avoir rien à foutre et de réutiliser des choses et de pas se poser de questions du respect. En fait, ils s'en foutent. Il a des avis aussi des fois qui sont d'un coup, paf, ça c'est nul. Oui. Et je suis non, c'est pas vrai. Ouais. Tu peux pas te limiter à dire ça c'est nul et puis pas dire pourquoi en plus quoi. En fait, c'est vraiment un beauf. Et c'est régulier. Ouais, il y a de ça. Ouais. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je crois que il me semble que c'était soit peut-être Emmanuel Burdeau ou Pierre Rissian, qui était un mec hyper important pour la cinéphilie ou en tout cas la promotion du cinéma pendant 40 ans, qui disait mais voilà, quand il avait vu Boulevard de la Mort ou je sais plus quel film, il disait voilà le film d'un authentique beauf, mais il le disait en qualité quoi, de quelqu'un qui n'était pas baigné dans le bain culturel, dans le sens du bain culturel, genre il faut faire de la hiérarchie. C'est-à-dire que voilà, chez Tarantino, il y a ce truc de je prends cette culture dans laquelle j'ai baigné, c'est la mienne,
j'en fais ce que je veux. Et c'est d'autant plus admirable que tu te dis que Tarantino, en fait, maintenant, il est dans ce bain de culture en tant qu'auteur. Et quand il te traite des gens comme Scorsese, Milius, De Palma, des Schrader et tout ça, qui sont encore en activité pour la plupart, et qui te les traitent comme des objets. Ils te traitent leur enfin pas leur actualité, mais ou les intentions qu'ils leur prêtent comme si c'était vraiment il le fait voilà comme s'il était quelqu'un qui analysait des Grecs ou je sais pas quoi qui étaient morts depuis 1000 ans. Non, les mecs c'est ses contemporains quasiment. Il leur a parlé tout ça. Voilà, il leur a parlé, c'est peut-être ses potes, il fait les soirées avec eux, mais en fait, il en a rien à branler en fait quoi. C'est voilà, il analyse le truc sans problème. Il est complètement décomplexé par rapport à ce truc-là. Tout comme il est décomplexé de mettre Bava à côté de Bergman. Il en a rien à foutre. Il met les deux ensemble. Voilà, pour lui, c'est normal. Il a raison. Et c'est ça, c'est vraiment un truc qui est unique dans le cinéma contemporain. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui font ça sans baisser un genou au sol en disant bravo, machin. Mais non, lui... Non, parce que même sur ses films préférés, et c'est là où on n'a pas forcément tout évoqué, mais c'est vrai, il n'y a pas tant de films que ça. Mais dans le bouquin, il va évoquer donc The Lead, Guet-apens, Échec à l'organisation de John Flynn. Il revient pas mal sur John Flynn, et ça fait du bien. La plupart des films qui aujourd'hui, en tout cas chez nous, dans le contexte cinéphile français, ont été déjà représentés, dont on a nous-mêmes déjà parlé à l'émission. Donc c'est vrai que c'est des cinéastes des années 70 en mode Don Siegel, voilà, John Flynn comme je disais, Walter Hill, enfin des francs-tireurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, et c'est eux qui sont le plus représentés dans le bouquin, et ça donne envie de revoir tous ces films. Enfin, tu vois, moi, Bullitt, que j'ai pas vu depuis quelques temps, ou Échec à l'organisation, The Outfit, il y en a un seul en fait que j'ai pas vu dans tous ces chapitres, et il lui consacre, donc c'est celui consacré à Stallone. C'est La Taverne de l'Enfer. Et en fait, c'est le seul film que j'ai pas encore eu le temps de voir. J'espérais, mais vu qu'on improvise cette émission, j'ai pas eu le temps de me le refaire, de le faire, parce que du coup, j'ai jamais vu en fait. Et justement, au milieu de tout ça, donc il va nous parler de Taxi Driver, de grands cinéastes ou de grands scénaristes ou de grandes idées. Et puis au milieu, justement, par rapport à ce que tu disais, de mélanger tout ça, de ne pas faire de hiérarchie, il va évoquer aussi en fait Stallone, qui n'est pas considéré aujourd'hui comme un grand réalisateur, comme un grand auteur. Non, il est populaire, mais il n'est pas considéré comme un grand réalisateur, même si il a quand même un sacré paquet de films à son actif aujourd'hui. Il est considéré comme un auteur quand même, quoi. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il soit considéré comme un auteur. Il n'a pas la considération d'un auteur en France aujourd'hui, Stallone, quoi. C'est une figure populaire, quasi mythologique, mais de là être considéré comme un auteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la couverture des cahiers du cinéma, à ma connaissance, quoi. C'est tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire il est pas, c'est pas pris sérieusement comme un auteur, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir des simili ouvrages sur Stallone pour évoquer ses origines et comment son cinéma peut être, tu vois, influencé par certaines origines ou par son travail sur l'écriture de Rocky. Mais non, on n'a pas, c'est pas sérieux, c'est pas considéré comme un. Moi, je pense que si. Et La Taverne de l'Enfer, qui a vu La Taverne de l'Enfer? Voilà. Non, mais après, évidemment, le travail reste à faire sur plein de choses, mais je pense que c'est assez faux de dire que Stallone n'est pas considéré comme un auteur. Stallone, même si les gens ne se le formulent pas ainsi, ils savent très bien que quand tu regardes un film avec Stallone, c'est même qu'importe que soit le réalisateur, c'est Stallone l'auteur, quoi. C'est beaucoup plus que Schwarzenegger, pour prendre son Tu vois, justement, ce que tu dis là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu confonds deux figures. Schwarzenegger, il a jamais écrit et réalisé quoi que ce soit. Bien sûr. Et du coup, on va confondre deux figures de
personata qui sont emblématiques d'une époque, Oui. d'un genre peut-être. Stallone, lui, il écrit, il réalise, il est impliqué personnellement dans ses projets, et très tôt justement des années 70 en fait, c'est-à-dire que c'est un cinéaste des années 70 qui s'implique, qui va écrire, réaliser et jouer dans ses projets en fait. Non, mais c'est Ce que ne feront pas les autres acteurs des années 80 Non, mais il y l'ère a encore réganienne. tout un travail de se rendre compte, évidemment. Non, mais Stallone, justement, ouais. c'est intéressant justement que Tarantino là propose tout un chapitre en fait sur Stallone et sa découverte en fait, La Taverne de l'Enfer, qu'il a Le texte est impressionné. super. Et moi, c'est j'ai pas vu le super. film. Le texte, il est super. Enfin, évidemment, moi, je vais aller regarder le film derrière. Et puis, il dit très bien, voilà, lui, il adore le film. Il comprend très bien que, voilà, il dit très bien que le film c'est pas un bon film. Non, il est bancal, il est raté, mais justement, il dit, voilà, c'est un film, par contre, c'est un film de Stallone, quoi. Et tu ressens Stallone dans toutes les séances. Ça manque de structure et tout ça. Il dit, bah voilà, en termes de scénario. Mais on y a pas retrouve de cette scénario. sincérité. Mais par Alors contre, nous, on en a parlé. Nous, on est d'accord. On a déjà parlé de Stallone depuis longtemps d'ailleurs. On avait déjà évoqué ça. Je pense que c'était avec le Rocky 6. En fait, on avait évoqué ce statut de Stallone et sa sincérité qui peut apporter aussi à ces films malgré une espèce de maladresse sans doute à la fois dans l'écriture, dans la mise en scène, mais on pourra jamais retirer à Stallone une forme de sincérité qui fait une émotion particulière et qui le met à part justement de ces gens. Et j'étais ravi en fait que Tarantino évoque ça lui aussi sur sans doute l'un des films les plus méconnus en fait de Stallone, qui est sa deuxième réalisation. Moi, je pense qu'avoir déjà lu ça, évidemment, sous la plume de plein d'historiens du cinéma ou de critiques sur l'impact de Rocky, qui date de 76. Et c'est un truc qui me passionne et tout ça, mais voilà, on a déjà dû l'évoquer dans quelques émissions, et je sais que j'avais déjà lu plein de textes là-dessus, comme quoi, évidemment, Rocky, tout comme la Guerre des Étoiles ou il avait Indiana modifié, Jones, et c'est vrai qu'il y a tout ce texte-là. avait vraiment remis un cinéma un petit peu conquérant en lumière, quoi. Un cinéma hollywoodien tel que ça se pratiquait dans les années. Une forme de récit qui était pas en vogue à Hollywood à ce moment-là, parce que le nouveau Hollywood, lui, était plutôt sur un cinéma dépressif, grosso modo, avec des personnages qui meurent à la fin ou qui perdent, des losers. Et Rocky réinvestissait justement un sentiment que les spectateurs attendaient sans doute un moment, parce que, et c'est vrai que c'est moi, alors toi tu as peut-être lu, mais moi j'avais pas trop lu ce genre de textes qui disent que oui, et ben là en fait les spectateurs dans la salle ils en pouvaient plus, ils étaient contents de voir enfin quelqu'un qui lutte jusqu'au bout, et même s'il perd à la fin, c'est comme s'il avait gagné de toute façon. Et il y avait vraiment un sentiment, une vigueur dans la salle qui était exceptionnel, quoi. Oui, ça c'est fou. Moi, je sais qu'on avait évoqué ça, parce que je crois que dans une émission, j'avais parlé de ce documentaire, et je serais incapable de redire le titre, parce que c'était un titre à rallonge et en anglais, et c'est un truc qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire de comment il s'appelle, Elvis Smith, enfin un critique afro-américain en tout cas, c'est un documentaire sur le cinéma noir américain hollywoodien. Et lui, ouais, c'est ça. Et lui disait, voilà, en fait, Rocky, ce qui a été dément, c'est qu'il a repris tous les archétypes du cinéma de Black Exploitation pour vraiment remontrer que voilà, un blanc pouvait gagner. Parce que la seule figure héroïque qui existait pendant 10 ans à Hollywood, dans le cinéma américain, nord-américain, c'était le noir. Dans les années 70, si tu voulais une figure héroïque, tu avais que des noirs. En fait, c'était les seuls héros. Parce que sinon, c'était des anti-héros. C'était le parrain, c'était Al Pacino dans l'épouvantail, c'était Gene Hackman. Les gens qui perdaient tout. Robert De Niro, ils perdaient tout, c'était naze, ils suicidaient, ils mouraient, ils perdaient. C'était que ce récit. C'est vrai que la Black Exploitation avait vraiment avait gardé ce héros qui
qui en effet avait toutes les En fait, gonzesses. ils étaient. C'était pour les bonhommes, hein. Ils C'est étaient- cinéma pour les bonhommes quand même. Bien sûr, hein, bien mais- sûr. Ça, ouais, par contre, la question du genre, là, oui, évidemment, c'est encore une autre cuisine, quoi. Mais voilà. Mais par contre, c'est intéressant parce que voilà, Tarantino le raconte de l'intérieur parce que lui qui allait voir des films dans des quartiers noirs de Los Angeles, il voyait les films avec du public noir. Donc, lui, les récits héroïques de la blaxploitation, il les voyait. Donc lui, il voyait à la fois le cinéma hollywoodien du nouvel Hollywood qui était vraiment assez dépressif, mais il pouvait avoir un sas de décompression avec un cinéma plutôt héroïque qui était les films aussi de légitime défense où tu pouvais faire ta Beaucoup, catharsis tranquillou. Mais lui, les modèles qu'il avait de masculin un peu dominant à laquelle il pouvait C'était Jim Brown s'identifier, et c'était consorts. en fait c'était des noirs quoi, parce qu'il disait bah oui, là ceux qui gagnent c'est les noirs quoi, en fait quoi. Au cinéma c'est ça qui se passe, et ça c'est encore hyper drôle ce que tu dis. Bah en fait lui qui est un homme cinéma, en fait il a vécu dans une réalité parallèle Oui, quoi, en oui, fait puis dans une bulle, hein, quand même. il a vécu dans une bulle de cinéma où il allait voir 3 films par jour. Il écumait Los Angeles, et écumer Los Angeles ça veut dire voilà, si tu voyais 3 films dans ta journée, ça veut dire que tu avais fait 100 km. Donc c'est vraiment une activité à plein temps. Et ces témoignages de visionnage de séances sont super quand même. Ils sont super. Et je pense que c'est évidemment très mythifié à travers le filtre de sa nostalgie du truc, mais c'est assez juste de. Par contre, voilà, quand il fait le compte des films qu'il a vus et de ce qu'il voyait, en effet, c'est ce que tu dis, hein, c'est que oui, il voyait des héros des héros justement, pas des anti-héros. C'est-à-dire que principalement, même si il a vu tous les Peckinpah, il voyait tous les films qui sortaient, grosso modo, mais les films qui l'ont marqué principalement dans sa jeunesse, c'est ces films de la blaxploitation, et c'était des héros justement, des vainqueurs qui maîtrisaient leur territoire aussi, qui maîtrisaient la chose, des héros à l'américaine, Oui. comme on les connaît aujourd'hui en fait, alors que c'était pas dominant en fait à l'époque. Bien sûr, ouais. Et son texte sur Stallone et sur Rocky, pour dire justement qu'en effet à un moment Stallone a ramené le héros en fait sur le territoire du cinéma dominant américain. Voilà, c'est intéressant quand même de voir ça de l'intérieur, et il le raconte de l'intérieur, hein, bien évidemment, et c'est vrai que ça change la donne un petit peu. Est-ce qu'on ferait pas une courte pause quand même pour évoquer rapidement, avant qu'on finisse cette émission, parce qu'il est tard, et si tu peux rajouter un truc sur Tarantino, si tu le souhaites, avant qu'on arrête quand même, Antonin. Écoute, non mais voilà, il y aurait plein de choses à dire. le fait est que bon, ça donne envie de revoir aussi énormément de films, même si on les connaît. Et moi, principalement, c'est vrai que ces textes sur l'inspecteur Harry, par exemple, ou sur Guet-apens, c'est touchant. Enfin, ce qu'il y a, c'est que c'est des films que moi je connais, que j'aime autant que lui, je pense. Il va malgré tout, même s'il va te dire que c'est son film préféré, il va réussir à te démolir en fait une idée. Alors parfois je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Il y a beaucoup d'impressions, de jugements que je trouve un petit peu expéditifs quand même dans son livre. C'est loin d'être parfait quand même, hein, comme bouquin. La traduction n'est peut-être pas forcément exceptionnelle non plus, donc ça gâche un peu le plaisir quand même. J'aimerais lire un peu mieux en anglais pour pouvoir apprécier le machin. Et c'est vrai que sur des films que j'adore, il va réussir quand même à te dire du mal. Je pense à Guet-apens, il démolit l'une des séquences que je trouve les plus impressionnantes, ce conflit, ce face-à-face entre McGraw et McQueen qui se pointent leur flingue sur la gueule pour dire que c'est grotesque, que ça sert à rien et c'est nul. Voilà, il y a des choses comme ça, moi, avec lesquelles je suis absolument pas d'accord, surtout en fait. Mais ça nourrit en fait. Je suis content aussi justement de pas avoir lu un bouquin qui juste me caresse dans le sens du poil constamment en fait, et qui va passer son temps en fait à m'expliquer à quel point tout ce que j'aime est génial. Et non, il va chercher en fait le petit détail qui gêne, qui lui en tout cas ne passe pas. Il va t'expliquer quand même un minimum pourquoi ça ne passe pas en fait, et même si je suis pas d'accord avec lui, et ben en fait c'est appréciable. C'est rare en fait que je puisse avoir ce genre d'ouvrage qui à la fois va évoquer des films que j'adore, mais qui à la fois va évoquer des films que j'aime, et qui à la fois va évoquer des films que j'aime. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas
le type va me dire qu'il les adore aussi, que c'est des films préférés même. Mais non, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince et il va essayer de comprendre c'est quoi qui coince. Et bah ça me botte. Mais oui, c'est super. Et c'est super. Et en tout cas, voilà, il y a aussi un. Moi, ça m'a vachement fait penser à des trucs de Philippe Garnier aussi, où les gens sont dans l'intérieur de la fabrication aussi. Oui, c'est oui, qu'au oui, bout il y a d'un de ça. moment, Oui. le mec adore un film, mais va te dire, ouais, j'adore. Il va passer plus de temps à te dire, ouais, mais ça va pas du tout. Mais et il t'a ça, dit, voilà. j'adore, c'est mon truc préféré. Oui, Mais là, ça va ouais. pas. Ouais. Ça, c'est vraiment exceptionnel. On fait une pause musicale et on passe un peu de temps quand même, s'il vous plaît, sur Hit 2 de Michael Mann. Shit, Albert. Listen, man, what you doing coming here for, man? You crazy? This ain't Disneyland, You were man. supposed to get back to me last night. Where the fuck you been? I couldn't break free, Vincent, you know? Let's violate his ass right now. I do for you. You don't do for me. Is that it? Listen, man, I swear, I was out all night, man. I'm hitting like one of them flamingo matador What's guys, flamingo? man. That's got nothing to do with You know, me. I was cutting it real smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer, man, you know. Bullshit. I paged your ass all day. I can't stand fucking Oh, page. man, You're a you know- speed freak, jacking methamphetamine again. Oh, man, where's your empathy, brother? It's a substance abuse Empathy problem. was yesterday. Today, you're wasting my motherfucking time. Vincent, man, Did you look. fall in love? Come on. Did you fall in love last night? You went off somewhere? Vince. Just tell me that. I'll settle for it. You know what I mean? I'll buy that. Vincent. Give me all you got! Vincent. Give me all you got! I swear, man, my brother Richard's gonna talk to you. Man. I heard Richard. He gonna talk to you. Richard? Richard? He gonna meet you, man, I swear, tonight. He's not here, is he? No, he gonna meet you tonight. Tonight? What happened to right now? I employed him because I knew you was coming this AM. That's a you bunch know. of bullshit. No, I swear, he said no. Because he in Phoenix. By the time I get Vincent, to man, Phoenix, I swear, man, tonight's he'll the best be I can rising. do for you. He'll probably leave a note right on the door. Tonight's the best I can do for you, man. You know? He'll meet you at BJ's on Alvarado at 2 a.m. Be there. You be there too. Vince, I can't be there, man. I got things to do, Vince. I got things to do. I got places to be. I got. Don't waste my motherfucking time! E niente, abbiamo finito le eliminatorie e siamo ai quarti di finale. Sì, siamo andati ieri sera. Hit com'era Hit. E così, sai, è l'incontro tra un poliziotto e un criminale. Il criminale ha appena ammazzato 300 persone, poi incontra il poliziotto che lo insegue, si dicono vabbè, in fondo siamo un po' uguali, amiamo tutte e due molto il nostro mestiere, sai, il bene e il male, due facce della stessa medaglia. Così.
Com'erano gli attori, dice mamma. De Niro, Al Pacino, com'erano? Al Pacino è sempre più bello. Che c'entra, scusa? Sì. C'entra. Sto parlando dei personaggi, del senso, della struttura del film. Vabbè. Niente, Silvia dice Al Pacino diventa sempre più bello e sempre più basso. Sì. Va bene. Ci sentiamo stasera. Ciao mamie, ciao. Ce morceau formidable de Lalo Schifrin pour Bullitt de Peter Yates. On parlera peut-être de Peter Yates à un moment d'ailleurs parce que il faudra. En fait, il y a une ressortie notamment dernièrement chez Lost Film de 3 milliards pour je sais plus c'est quoi le titre, c'est Robbery le titre original, je sais plus c'est quoi le titre français. Mais bon, 2 ou 3 ou 4 milliards d'un coup. Mais il y a des, voilà, le cinéma de Peter Yates dans les années 70, ça m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que Bullitt, ça a été c'est le premier texte, je crois d'ailleurs, du bouquin de Tarantino. C'est aussi visiblement une grosse influence pour Michael Mann. C'est Torek qu'on parlait dans son bouquin sur Michael Mann, des liens entre Bullitt et Hit. C'est assez impressionnant quand on lit le bouquin de Torek de voir en effet les liens qu'il peut y avoir entre les deux, et donc c'est évidemment un lien tout trouvé pour évoquer le Hit 2, le roman de Michael Mann qui était sorti il y a quelques mois maintenant, mais Antonin a mis beaucoup de temps à lire, et d'ailleurs il l'a pas fini, il lui reste 10 pages et ça doit être terrifiant parce que les dernières pages t'as quand même envie de finir le machin. Rapidement, puisqu'il s'agit de terminer cette émission, dire que moi j'ai pris un plaisir énorme en fait à lire Hit 2 malgré énormément de réserves. C'est-à-dire que Michael Mann n'est pas un romancier comme il peut être un cinéaste, donc ça pose beaucoup de problèmes, mais je sais, on en a parlé déjà de toute façon avec Torres justement, qui connaît Michael Mann, et puis on connaît Michael Mann nous un petit peu aussi en ayant vu ses films, qu'on sait qu'il prépare ses scénarios notamment et ses films en créant des biographies de ces personnages, et on sait que voilà, quand il va voir De Niro et Pacino pour faire Hit, il leur a amené en fait toute une biographie de personnages, comme il va apprendre à James Caan aussi pendant Le Solitaire à percer un coffre. Ces acteurs doivent connaître particulièrement bien quand même les personnages qu'ils vont interpréter et savoir sur le bout des doigts en fait les techniques. C'est un cinéma de professionnel, et donc on a affaire, on sait voilà que pour Hit il avait préparé ces documents, qu'il avait les biographies de ces personnages, qu'il avait transmis à ses acteurs. Moi j'avais entendu, je sais même plus où d'ailleurs, par rapport à Hit et au personnage d'Al Pacino, Vincent, qui avait l'idée comme quoi ce personnage était cocaïnomane quasiment en fait, enfin, qui était sous drogue en tout cas, et c'est ce qui lui donnait ce côté à ce personnage vraiment sous speed vraiment. Et a priori Pacino en tout cas avait vachement reproché à Michael Mann d'avoir coupé les scènes où on le voyait prendre des amphètes. Voilà, et bon. Et le fait est qu'en tout cas c'était l'idée du personnage, il avait ça en tête et ça se ressent. Il n'y a pas besoin de le voir le faire. C'est vrai que Hit est un film parfait et on n'a pas besoin de le voir faire ça, mais ça peut être une énergie interne, et ça rend le personnage encore plus puissant, je trouve, de pas le voir prendre de la drogue en fait à un moment. Le roman va expliciter tout ça. Donc dans le roman, on va avoir justement un préquel. Donc l'origine, les personnages quelques années avant de Robert De Niro, de Al Pacino, interprété par Val Kilmer, on les voit quelques années avant. Et justement, on a leur routine, on a aussi leurs origines, on a ces trucs de vie, comme ce personnage de Vincent Vega. Donc, non, Vincent Anna Vega, c'est dans Pulp Fiction. Non, ah ouais, et j'allais dire dans Street Fighter. Non, c'est pas grave. Le jeu vidéo ou le film ? Un jeu vidéo. Mais c'est pas grave. Le fait est que voilà, il y a tous ces détails-là en fait dans le roman. Ce qui peut tuer un peu le mystère du film en fait. Moi, c'est terrible en fait de lire le roman et ensuite de revoir le film en fait, parce que du coup on a les origines des personnages, on a des détails supplémentaires, et ça fait bizarre en fait, parce que c'est un film que je connais par cœur, comme toi d'ailleurs. C'est un de nos films préférés, je pense à tous les deux, et c'est toujours particulier de réalimenter en fait
une œuvre cinématographique qu'on a nous-mêmes, qui On nous a comblé un petit peu c'est leur ça. champ, Et pas notre imaginaire. Enfin, c'est ça. Et là, de rajouter des informations fournies par le créateur sur les origines. Et je verrai plus jamais Hit de la même manière. C'est-à-dire que je verrai plus jamais le personnage justement de Neil, de Robert De Niro de la même manière, parce que je connais son origine. Et le roman revient énormément justement sur son histoire précédent, en fait, ce qu'on va voir dans le film, en fait. Et c'est terrible. Alors, ça joue justement beaucoup sur le personnage de Niro, en fait, parce que ce personnage d'Al Pacino, ce rapport à la drogue, son rapport à la vie et au travail, c'est ressenti énormément dans le film, en fait, et il l'explicite beaucoup plus que le personnage de Niro. Le personnage de Niro qui est mutique dans le film, pour le coup, son histoire à lui qui est extrêmement présente dans le roman Hit 2, là pour le coup elle nourrit vraiment un personnage, en fait. Et là ça m'a fait bizarre quand j'ai revu le film et que j'avais ce background de De Niro, cette histoire qu'elle a vécue avant, et là j'invite tous les éditeurs à arrêter des émissions s'ils n'ont pas lu le roman et qu'ils veulent pas être voilà, vous êtes prévenus. Mais toute son histoire d'amour, cette femme qu'il a perdue, cet enfant qu'il a abandonné aussi, en fait, j'ai en tête, du coup, quand je revois le film après coup, que De Niro avait ce background-là, enfin cette histoire-là en tête aussi, que Michael Mann aussi, voilà, qui filme ce personnage-là seul, mutique, qui refuse justement d'avoir une attache. Pourquoi il veut pas avoir une attache? Ça, je sais pas, ça à la fois ça nourrit, ça crée de l'émotion supplémentaire. Et en même temps, je sais, c'est comme si on m'avait retiré quelque chose aussi, en fait. C'est assez terrible, comme c'est rare comme sentiment, en fait. Je vois le film, j'ai un truc en plus et j'ai un truc en moins. Ouais, bah écoute, ouais, je suis d'accord, et la lecture du roman a été hyper dure. C'est un peu comme si le roman avait été écrit par un critique du film ou un amoureux du film. Comme si voilà, tout ce qui était implicite dans le film devenait explicite. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai détesté à plein d'endroits. Alors, il me reste à peu près 30 pages pour comme tu le disais, pour finir le bouquin. Moi, c'est voilà, j'ai lu ça avec beaucoup de difficultés. Au tout début, je me suis dit putain, ouais, ça c'est pour moi. Ça c'est vraiment génial. Ça va être super. J'ai vraiment, ça va être un page turner comme on dit. Voilà, c'était le cas pour moi. Je veux voir ça. Voilà, j'ai envie de savoir. Mais parce qu'en fait c'est du fan service aussi, parce que voilà, ça sent vraiment, oui, ça y ressemble. On a vraiment un côté un peu fan service où on se dit bah voilà, oui, on comprend implicitement que ça fait référence à tel personnage et tout ça, donc on est content, on est satisfait. Ça ressemble à un bonus, en fait. Tiens, on pourrait rajouter le roman sur un coffret DVD, ça ferait un bonus, quoi. Ouais, et puis en plus, vraiment, tu as ce truc de satisfaction, d'avoir un savoir que tu es seul à partager, qui est le hors-champ du bouquin, qui sera le film, machin, et où tu es content de le connaître et de comprendre le truc. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Et surtout, ça m'a remis en question l'amour que j'ai pour les films de Mann. Wow. Voilà, en fait, j'ai pas revu de film de Michael Mann depuis. Et je pense que mon amour sera intact, hein, mais en fait, chez Mann, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté hyper action. En fait, c'est ce que disait Tavernier, quoi. Enfin, voilà, c'est le cinéma américain, c'est le cinéma de l'action. C'est des gens qui agissent. Les on sait pas ce qu'ils pensent. Voilà. Et le cinéma européen, ils font rien, mais on sait ce qu'ils pensent, quoi. Voilà. Et moi, chez Mann, j'ai toujours trouvé que c'était incroyable à quel point, voilà, j'avais les deux, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qu'ils pensaient, c'était suggéré par en quoi ils agissaient. Oui. Chez Mann, il y a aussi un truc où à un moment je me suis dit bah oui, Mann, c'est sûrement le moment où le cinéma américain on va dire de blockbuster s'est permis de dire ouais d'accord, on peut faire un truc hyper intello. C'est-à-dire que voilà, dans Hit, il y a vraiment ce truc où il y a des grandes tirades. Il y a un côté, c'était Toré qui disait ça, c'était cathédrale, quoi, où les gens font des grandes phrases sur leur mode de vie, et c'est dit avec un aplomb pas possible, où c'est, voilà, on est dans un truc très grandiloquent.
Hit, c'est grandiloquent. C'est vraiment une cathédrale. C'est effectivement un truc qui est vraiment du cinéma d'action, mais c'est aussi un petit peu grandiloquent dans le sens où vraiment tu as un truc romantique très fort, il y a une présence de la musique très forte, il y a une ampleur de la mise en scène très forte, il y a un côté vouloir dire très fort des acteurs. On a cette rencontre entre Pacino et De Niro où ils donnent leur mode de vie, ils donnent le mode d'emploi du film vraiment de façon assez littérale, quoi. Enfin, je me suis toujours dit, voilà, tout le cinéma que je déteste contemporain américain, il vient peut-être un peu de Hit, quoi, parce que forcément, moi, je pense que Mann, c'est vraiment l'auteur le plus important. Oui, il a une influence énorme. Et on voit bien que chez Nolan ou Villeneuve, voilà, l'influence prépondérante, il y en a deux, c'est Kubrick et Mann. Oui. Il y en a pas. Mais sauf que chez Mann, voilà, c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma dans le sens où vraiment il y a du vouloir dire, il y a des dialogues et tout, mais tout passe par de la mise en scène, de la lumière. Et quand je lis le bouquin, bah oui, j'ai l'impression de lire un scénario avec des indications de mise en scène, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est assez dingo, quoi, ce que tu dis. En fait, tout ce que toi tu as pu ressentir et analyser en disant, bah oui, effectivement. Mann, le truc de Hit où tu t'essayais de te démener pendant 10 ans à dire mais en fait Hit, oui, c'est pas que un film d'action, tout passe par la lumière, tout passe par la mise en scène et compagnie. Ben lui, il va te faire des grandes tirades de littéraire en te disant, voilà, on était devant une myriade de lumières angéliques où on pouvait ressentir. C'est ça, il va expliciter en fait une image qu'il essaye d'évoquer uniquement. Tout et va c'est se vrai transformer en littérature, quoi. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas complètement d'accord. En effet, il y a plusieurs moments en fait où ça va juste expliciter et ça se croise, c'est-à-dire qu'on a à la fois le fan service, parce qu'en effet, du coup, ça évoque des choses qui sont suggérées dans Hit, qui nous ont marqué. Hein. En effet, ces lumières de Los Angeles, où De Niro, Fidji, quoi. Voilà, il parle de ça. Où là, pour le coup, ça va être explicité dans le roman. Donc, il y a plusieurs quand même passages comme ça dans le roman qui sont en effet. Alors, c'est terrible parce que moi, ça me fait plaisir en tant que fan de retrouver en fait ces éléments là en fait, hein. C'est objectivement c'est pas intéressant ou c'est pas bon et puis ça gâche du plaisir, mais en même temps en tant que lecteur c'est vrai que j'ai pris ça m'a satisfait, mais c'est une satisfaction un petit peu basse, primaire, enfin je sais pas, il y a un truc de pas ça gâche comme tu le disais, pas de justesse, quoi. Non, c'est ça, c'est-à-dire que on est loin en fait de l'émotion que procurait le film à ce moment-là, l'image cinématographique à ce moment-là. Et en même temps, quand tu parles de vouloir peut-être faire de la littérature ou quelque chose du genre, j'ai retrouvé en fait dans le roman ce que je peux avoir aussi dans certains romans de Craig Zeller, dont on a parlé régulièrement. On aime beaucoup ses films. Et ses livres. Et ces livres, justement, ces romans, qui n'ont pas la même force, évidemment, que des images cinématographiques. Les romans de Craig Zeller, je les aime beaucoup. Je prends un plaisir fou à les lire et en même temps, ils sont violents. Et c'est vrai que j'ai retrouvé, en fait, dans Hit 2, la même forme de plaisir déjà que je pouvais avoir avec les romans de Craig Zeller, même si quand j'ai lu Hit 2, en fait, et le plaisir venait d'ailleurs principalement du fait que j'arrivais en fait à remettre sur les personnages dont il parlait en fait les tronches des acteurs, que j'ai lu le bouquin en écoutant en boucle la BO de Hit. Et c'était une expérience super, je conseille ça à tout le monde. C'est pour ça que je pense que j'ai pris du plaisir en fait à lire le roman. C'est que j'étais en train je voyais les acteurs quand ils me parlaient de Vincent, quand ils parlaient de Neil, j'avais en fait la tronche de Pacino, de Niro, j'avais leur voix, j'écoutais la musique. La BO de Hit est la seule BO impeccable de Michael Mann aussi. Hein, exceptionnel. Il y a beaucoup de fautes de goût. Oui, non, mais bien marche sûr. Très bien dans les films. Mais c'est génial de lire Hit 2 en écoutant la BO, c'est génial. Voilà, sur ce côté roman
presque de gare en fait. C'est-à-dire ce que j'ai avec le Craig Zeller, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es entraîné par une histoire, par des personnages. Moi, j'étais entraîné par ces personnages, par cette narration malgré tout en fait. J'étais mêlé j'étais gêné entre mes souvenirs du film, entre mon rapport au film et puis tout simplement ce roman, et j'étais entraîné comme devant un roman de Craig Zeller. J'en parle aussi parce que il y a une violence particulière en fait dans le roman qui est suggérée dans le film uniquement. C'est-à-dire que le film, en le revoyant justement après coup, c'est vrai qu'il y a énormément de violences qui sont uniquement suggérées. Je pense à la mort de Danny Trejo et de sa femme, où on voit assez peu de choses. Mais en fait, c'est extrêmement violent et tu imagines ce qui s'est passé avant. Le roman va expliciter toute une forme, enfin différentes formes de violence quand même. Terrible, avec un personnage qui est vraiment calqué sur celui de Waingro, justement. On retrouve exactement les mêmes choses. Le roman à aucun moment est original en fait. Et il reproduit ce qu'il y a dans le film, à l'exception justement d'une situation particulière, c'est-à-dire qu'il se retrouve après un braquage et là ça part en cacahuète et il y a un taré qui suit, enfin qui est un fil rouge du roman, qui ressemble à Waingro, qui va massacrer en fait ceux auxquels le personnage de Niro s'est attaché en fait, et notamment sa femme. J'étais, malgré moi, il y a une efficacité dans l'écriture qui a fait que moi j'étais, pour ça que je le conseillerais pour la plage, j'avais envie de voir la suite. Il y avait quelque chose de romanesque, il y avait du suspense qui m'a vraiment attaché et qui m'a fait penser à du Craig Zeller régulièrement, aussi par son rapport. Il a fallu qu'à un moment, je me coupe dans ma propre phase, il a fallu qu'à un moment en fait je me coupe de ma référence à Hit et au grandiose de ce film cathédrale, justement, parce que c'est un film cathédrale, Hit, et pour me rattacher plutôt à une littérature proche plus de Craig Zeller en fait, qui va aller dans non pas dans une forme de trivial, parce qu'on se rattache toujours à une mythologie en fait, et là la mythologie elle est proche à ce grand film et à ces personnages que le lecteur est supposé connaître. En tout cas, j'imagine mal en fait des gens lire le roman sans avoir vu le film. Donc voilà, j'imagine que et tout ça en fait se mélange et ça crée un objet quand même très très particulier où on va à la fois croiser ce roman de gare presque, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire c'est que pas un roman de gare. Mais... Quand je dis, attends, parce que j'ai pas fini, se croiser ce roman de gare dans le bon sens du terme, à savoir une efficacité où on retrouve justement, le sens de l'action, le sens de l'action, c'est ça, exactement. Un vrai plaisir de savoir qu'est-ce qui va se passer à la page suivante. Et en même temps de le rattacher à une grande mythologie en fait, et de le lire en plus avec des images. Moi je l'ai lu en fait avec une mise en scène de Michael Mann, mais qui date de 95, c'est-à-dire que je voyais c'était cinématographique comme roman quand même, à la manière d'un Stephen King un petit peu, mais je rattachais, je voyais l'image de Dante Spinotti en fait. J'avais les images de Spinotti en tête, c'est-à-dire que j'avais des couleurs, j'avais des façons de cadrer, je m'imaginais un film qui, j'espère, ne se fera jamais. Il faudrait pas, je sais qu'il y a des projets comme quoi Michael Mann voudrait adapter ça en série ou en film. Il faut absolument pas que ça se fasse. Ça serait grotesque. En plus, en retenant d'autres acteurs, ça ne pourrait pas fonctionner. Moi, le plaisir venait du fait que j'imaginais ces acteurs, cette mise en scène, ces images, ces lumières qui datent de 95. C'est-à-dire que je l'ai lu avec de la nostalgie aussi en fait. Ouais, mais ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais je l'ai lu avec nostalgie et c'est compliqué du coup à défendre. C'est juste un plaisir un petit peu limite, mais j'avais vraiment tout ça en tête en lisant le roman et j'ai été embarqué par la machine quand même, mais j'aurais en fait beaucoup de mal à prétendre que c'est pas un grand roman, hein, on est très loin de ça. C'est
c'est un bonus pour moi. C'est un bonus. Ouais, non, mais c'est verbeux, mais par contre, non, ce qui est incroyable aussi, c'est que, voilà, le film, en fait, accrédite toutes les théories critiques qui sont nées à propos de Michael Mann, quoi. C'est qu'en fait, non seulement Heat 2, c'est évidemment un préquel, une sequel de Heat, mais c'est aussi Miami Vice. Je sais qu'on a beaucoup parlé, évidemment, on était évidemment très sous influence de Torrey, et Torrey a très très bien théorisé ça, du fait que voilà, Heat, ça racontait aussi le passage d'une époque. Ce pourquoi il se faisait avoir, c'était que on avait des outlaws type Far West d'un monde analogique qui se confrontaient à des brigands qui étaient en monde virtuel, c'est-à-dire des yuppies, quoi. Et il a réactualisé, il a corrigé le tir avec son deuxième très grand polar, qui était Miami Vice, qui racontait l'évolution du capitalisme dématérialisé, virtualisé et défrontiérisé, quoi. Et ça raconte aussi, Heat 2, c'est aussi Miami Vice, le préquel, quoi. C'est-à-dire qu'au final, la nana de Chris Shirelis, c'est vraiment Gong Li, en fait, quoi. Et on a vraiment ça, quoi. C'est vraiment eux, ils vont aller créer cet ancien braqueur. Quand tu m'y fais penser, j'ai vraiment beaucoup pensé à Miami Vice aussi, en fait. Oui, carrément. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences avec je sais plus comment il s'appelle, mais leur camarade en fauteuil roulant dans sa maison entouré d'antennes. Kelso, voilà. Et les séquences avec Kelso, c'est vrai, annoncent, enfin voilà, ça évoque vraiment ça, en fait. Hein. En fait, c'est ce pourquoi, ouais, moi j'aime pas trop le livre, même si en étant à moins 30 pages de la fin, ouais, je trouve ça hyper haletant, mais je me dis, c'est incroyable à quel point, voilà, un cinéaste où je me dis, moi ce pourquoi je retiendrai Michael Mann, c'est quelqu'un qui a réussi à donner une forme à ce qu'étaient les années 90 et à ce qu'étaient les années 2000. C'est-à-dire, il a réussi à donner une forme à ce qu'était le... 80 aussi, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, il a réussi à donner une forme cinématographique à ça, sans passer par des grands discours, alors que dans, évidemment, Heat 2, ça explicite tout ça. Donc j'ai presque l'impression de lire une monographie de Mann qui m'explicite tout ça. Il a toujours voulu vraiment donner une forme cinématographique à toutes ses pensées très théoriciennes et politiques, mais quand il en arrive à une forme littéraire, et ben en fait ça perd toute sa saveur, parce qu'en fait c'est juste des mots. Il faut revoir Heat. Michael Mann a fait beaucoup de bien au cinéma, il fait pas forcément beaucoup de bien à la littérature. Grosso modo, hein, je suis d'accord. Je résume. Mais malgré tout, moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Il est temps de se quitter, s'il vous plaît. Vous pouvez retrouver cette émission, bien évidemment, en podcast sur le site de Canal B. Et puis retrouver tous les liens sur les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao. Des bisous. Il y en a plein sur l'île de Fidji. Et la nuit dans ma belle ville de Los Angeles, on dirait c'est pareil. Comme plein de paille de fluo dans des desperados mas. Je les regarde, main dans la main de la fille que j'ai rencontrée au diner là, juste tout à l'heure.
sur le balcon de ma villa. Ma fucking villa hollywoodienne. Je crois que je vais pas tarder à la tirer là. Elle m'a abordé dans le diner. Je lisais un livre sur les métaux. Au début, j'ai cru que c'était une connasse de la presse. Mais en fait, non. Alors je l'ai ramené chez moi. Et là, si tu veux mon avis, il y a des chances que je me la farcisse. En 30 secondes, montre en main. 30 secondes, montre en main. Comme un professionnel. 30 secondes, montre en main. Et que se faufile mon algue phosphorescente dans les tréfonds de sa foufoune.